C'est aussi une question de volume. Là, on revient un peu à la première diapositive que vous avez présentée. Beaucoup sont produits, très peu sont suivis. Voyez. Donc là, par exemple, il y avait un inventaire qui avait été lancé il y a 10 ans de ça par les Américains. Et en définitive, ils se sont aperçus que seulement 650 composés toxiques sur les 70 000 disponibles récemment étaient effectivement inventoriés par ce Toxic Release Inventory. Donc tout ça, c'est bon. Alors la chimie non verte, encore à l'œuvre. Alors la chimie non verte, qu'est-ce que j'appelle, c'est la chimie un petit peu sale, et c'est vrai que la plupart des secteurs industriels utilisent des procédés sales générant des rejets. Alors quand j'ai présenté ça devant un parterre d'industriels, effectivement, j'ai corrigé un petit peu mon discours dans la mesure où je ne vais pas les citer ici, mais il y a des industries françaises qui se sont très très fortement impliquées dans la mise en place de green process, de procédés verts. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau en particulier milieu académique, la littérature en synthèse organique aborde une méthode inefficace par conception. Je parle par là rendement faible. C'est-à-dire qu'on est encore resté dans une vision, je dirais, d'élégance académique et intellectuelle dans la manière de concevoir les réactions chimiques et les méthodes de synthèse. Donc là, il y a peut-être une inflexion un petit peu à prendre. Les réactifs sont rarement choisis sur des critères de dangerosité. C'est vrai, on a utilisé pendant très longtemps l'étain ou tous les catalyseurs à base d'étain comme catalyseur vraiment très performant. Et quelque part, il faut revoir un petit peu ces critères. La toxicité ne fait pas partie de la non-performance d'un produit chimique. Là encore, ce qui était important, c'était de produire un produit chimique. Et quelque part, la toxicité qui peut être induite à court de certaines réactions secondaires n'était pas forcément intégrée. Et puis finalement, la persistance des substances chimiques dans la biosphère représente encore maintenant un problème sanitaire majeur. J'ai parlé déjà du traité de Stockholm sur le POPs. On a REACH, on a beaucoup de réglementations qui maintenant sont en train de se mettre en place. La majorité des produits organiques, plus de 95%, sont encore actuellement produits en dominance à partir de matières non renouvelables. Essentiellement, bien sûr, les produits fossiles, le pétrole. Je rappellerai que 7 à 8% de tout le pétrole produit est utilisé pour ce qu'on appelle la pétrochimie. Et puis un autre point qui est relativement important, l'aspect sécuritaire des métiers de la chimie n'ont jamais été abordés par la science, mais à travers plutôt des questions d'hygiène de travail et de sécurité que j'appelle policières, entourant en particulier les sites Seveso. Donc là aussi, il y aurait peut-être une approche un petit peu différente à développer par rapport à ces aspects toxicité, exposition, sécurité. Mais bon, soyons quand même optimistes, il y a quand même une lente émergence, comme je le marque ici, de la chimie verte dans la recherche fondamentale. Elle est de plus en plus présente dans les parcours de formation de chimie, en particulier chez nous, il y a en place au niveau du master chimie certains parcours qui vont sensibiliser les étudiants au niveau de ces aspects-là. Aux États-Unis, plus de 250 brevets sont déposés chaque année sur les aspects de chimie verte. Le gouvernement américain a initié en 2004 un Green Chemistry Research and Development Act qui en fait, c'est de l'argent qui va être donné à différentes agences fédérales pour pouvoir développer spécifiquement des enjeux liés à la mise en place de la chimie verte et des processus en industrie qui soient quelque part un petit peu verts. Et puis aux États-Unis, il y a aussi l'adoption d'une clause de transparence sur les informations environnementales relatives aux industries chimiques. Alors je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je ne me rappelle pas exactement possible. Et puis bon, la chimie verte, les forces motrices, c'est aussi le dollar. Et là, vous avez quand même deux déclarations qui sont données par deux grands directeurs d'industrie chimique multinationale, DuPont d'un côté et Dow Chemical de l'autre, dans lesquels il dit qu'en définitive, ce que l'on sait maintenant, c'est que green is green, c'est-à-dire que globalement, l'aspect vert, c'est la même couleur que le dollar. Et puis, deuxièmement, ça aussi c'est plus important, il manque en définitive l'investissement en termes de capital pour pouvoir pallier aux problèmes de pollution, de rejet dans l'environnement. Eh bien, on représente beaucoup plus que si, effectivement, on investissait beaucoup moins que si on investissait dans la chimie verte. C'est-à-dire qu'en fait, la chimie verte, en termes de chiffre d'affaires, elle sera beaucoup plus pertinente en termes de retour sur investissement
que si on ne fait que pallier aux réglementations qui sont mises en place par le gouvernement pour faire en sorte qu'on ne soit pas des polluants. Alors après, il y a beaucoup d'approches complémentaires, je vais très rapidement les citer parce que je pense que là, vous commencez déjà un petit peu à saturer peut-être. La chimie des bioprocédés, là c'est tout ce qui va être l'utilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bactéries, à la fois pour la biosynthèse, on peut arriver à utiliser les enzymes pour produire des molécules qui vont nous intéresser. Donc ça c'est quand même déjà très connu en pharmacie, puisqu'il y a certains produits qui sont produits par ces voies-là. La biodégradation, pour essayer de réhabiliter certains sites industriels pour décomposer certains produits toxiques. Le biomimétisme, alors ça, le biomimétisme, c'est comment effectivement repérer dans la nature des comportements, des observations ou des propriétés qui vont pouvoir être quelque part reproduites à bon compte pour les activités humaines. Je prends un exemple par exemple, il y en a beaucoup, hein, mais bon, vous savez très bien que les canards, ils ont l'eau qui coule sur leurs ailes. Donc comment faire en sorte que l'on puisse développer des matériaux qui auront ces mêmes capacités, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de traiter avec une couche de laque ou une couche de peinture, mais qui seront capables, de par leur conception même, de pouvoir avoir, je dirais, une tension de capillaire du liquide très faible qui fera qu'effectivement ils pourront s'imposer tout ça. Les biopolymères, alors là il y a de plus en plus bien sûr l'utilisation des déchets de la biomasse pour pouvoir je dirais, concevoir et réaliser des polymères poreux, d'autres polymères. En particulier, il y a des gens chez nous dans notre institut qui ont beaucoup travaillé justement sur la valorisation des liqueurs noires des industries papetières et qui ont réussi à faire des polymères là-dessus. Rapport à la toxicologie, ça on en a parlé. Et puis l'ingénierie chimique alternative, nécessité de développer de nouveaux catalyseurs, des nouveaux réactifs et bien sûr aussi des nouveaux solvants. En termes d'énergie, la chimie verte, c'est-à-dire les chimistes, il faudra qu'on puisse s'impliquer dans tout ce qui est production d'électricité, en particulier le photovoltaïque. Donc là, je crois que il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui permettent effectivement d'augmenter le rendement en termes de captage d'énergie solaire. Et puis l'hydrogène, on parle beaucoup, puis la combustible, les biocombustibles renouvelables, là aussi on en parle pas mal. On a parlé beaucoup des biocarburants, je préfère qu'on parle d'agrocarburants, mais là c'est pareil, on a été un petit peu vite en besogne, puisque les agrocarburants de première génération, on s'est aperçu que c'était peut-être pas forcément au global aussi vert que ça l'était, d'où la nécessité en particulier, je vous le présenterai tout à l'heure, de développer ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie dans l'interne de conception de produits. Développer l'efficacité énergétique dans l'élaboration des produits, ça c'est clair que là aussi pour tout ce qui est construction, avec les mises en place de normes HQE, de qualité environnementale, la mise en place de bâtiments de basse consommation, le BBC, les concepts aussi de maisons zéro calorie, et bien là, je pense qu'en termes de matériaux, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par la chimie. Chimie verte, valorisation des gaz à effet de serre. Le CO2, par exemple, commence à être de plus en plus valorisé dans l'élaboration de matériaux, comme réactif dans les méthodes de synthèse. Et puis la chimie verte, où est-ce qu'elle peut aussi apporter où est-ce qu'elle peut être très utile, c'est dans les problèmes d'approvisionnement des ressources, en particulier donc, dans la biomasse. On va pouvoir peut-être valoriser très fortement toute cette biomasse agricole qui finit souvent en déchets. Les nanosciences, puisqu'on peut pouvoir travailler à des échelles qui sont nanométriques, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur des quantités très importantes du gramme, on va pouvoir travailler à millionième de gramme, donc ça c'est relativement important. Essayer de valoriser aussi les transformations photochimiques, utiliser de plus en plus le soleil pour pouvoir générer de nouvelles réactions. CO2 comme matière première. Et puis là, j'ai mentionné la chitine et le chitosane. En fait, la chitine et le chitosane, qu'est-ce que c'est? Ce sont les constituants des cuticules des insectes ou de certains crustacés marins, et qui représentent le deuxième polymère naturel le plus abondant après la cellulose. Et là aussi, il y a une valorisation importante qui peut être faite de ce matériel naturel, et il y a pas mal d'avancées qui sont faites actuellement. Fourniture alimentaire, bien sûr, là, il faudrait qu'on puisse développer des pesticides plus sélectifs non persistants, et les engrais qui sont conçus pour viser l'utilisation et maximiser l'efficacité. Et je vous ai parlé beaucoup du cycle de vie. Alors ça, je pense que c'est une approche qui est en train de se développer très fortement. Et
et on parle souvent du cycle de vie d'un produit depuis le berceau jusqu'à la tombe. Et l'idée quand même, c'est d'avoir un cycle de vie qui, en définitive, va démarrer avec la conception du produit, qui va se faire à partir de produits naturels qui vont être extraits, qui va se faire à partir de sources énergétiques. Ensuite, on va avoir aussi, bien sûr, un packaging, c'est-à-dire en fait une mise en forme du produit. On va avoir une distribution. Ce produit va être utilisé, donc ça pourra être des constituants des voitures, par exemple. Et après ces produits, eh bien, il faudra qu'on puisse les recycler. Et cette voie-là, la voie de l'incinération, la voie de la décharge, eh bien, il faudrait de plus en plus que cette flèche ici s'incurve pour revenir dans le cycle et faire en sorte que l'on puisse utiliser tous ces produits qui sont soit incinérés, soit déchargés, comme source nouvelle de matériaux. Donc ça, c'est des aspects aussi qui sont de plus en plus présents et qui sont de plus en plus développés. Les défis du futur en ce qui concerne la chimie verte, eh bien, c'est concevoir des modèles pour la toxicologie prédictive. Alors, qu'est-ce que c'est la toxicologie prédictive? C'est en fait, à partir de calculs qui vont être faits, on va pouvoir faire des aspects prédictifs. Alors, QSR, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire Quantitative Structure Activity Relationship, c'est-à-dire qu'on va faire un lien entre la structure de la molécule et sa toxicité. Mais on peut aussi faire un lien entre la structure de la molécule et les propriétés qu'elle va pouvoir avoir. Donc vous allez me dire, mais pourquoi ça c'est facile? Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse être capable de le générer à très très grande échelle pour qu'on puisse faire de ce que l'on peut appeler une sorte d'évaluation à grande échelle. C'est-à-dire que être capable de concevoir certains nouveaux matériaux par rapport à des produits que l'on connaît déjà et pour lesquels on a justement développé beaucoup de propriétés, beaucoup de calculs, et pouvoir extrapoler par rapport à ces nouveaux matériaux. Ça permettrait en particulier de pouvoir économiser beaucoup de réactions. Concevoir des produits, des boîtes à outils, économie d'atomes, ça on l'a déjà dit. Concevoir des méthodologies de synthèse one-pot, c'est-à-dire qu'en fait dans un même récipient, on va avoir plusieurs réactions qui vont succéder les unes avec les autres, mais on fait tout en une seule étape. Vision intégrative du cycle de vie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça aussi c'est quand même, c'est quand même très très important. Et puis développer des sources d'énergie importantes, ne faisant pas appel à des combustibles, moins possible aux matériaux. Développer des matériaux de surface durables qui ne requièrent pas de revêtement de surface et de solvant nettoyage, c'est ce que je disais par rapport aux ailes, par exemple, des canards. Et concevoir des plastiques, des polymères qui se dégradant sans effet délétère et sans usage de l'additif. Alors ça c'est aussi un point important, je pense que vous avez tous entendu parler de cette fameux continent plastique qui se situe dans l'océan Pacifique du Sud, qui a été découvert il y a à peu près une dizaine d'années de ça, où on a donc un continent plastique qui s'étale sur 3 millions de kilomètres carrés. 3 millions de kilomètres carrés, imaginez, c'est 6 fois la France. 6 fois la France. Voilà. Donc là, c'est des produits qui, par le jeu des courants marins, se sont accumulés dans cette partie du Sud-Pacifique et qui sont, entre guillemets, je ne vais pas dire indestructibles. Le problème, c'est qu'ils se morcellent et on les retrouve en très très fines particules et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont contaminer toutes les chaînes alimentaires. D'où certaines images que vous avez pu voir à la télé où on voit des squelettes, ou plutôt des cadavres de goélands qui sont donc en train de se dessécher et on voit apparaître en plein jour eh bien, tous les macro-déchets qu'ils ont pu ingurgiter. Ça peut être des déchets plastiques, ça peut être des bouchons de bouteilles plastiques, etc., etc. Donc là, effectivement, il y a un problème majeur sur lequel il faut qu'on puisse, nous chimistes, travailler pour que, je le dis souvent, nous ne faisons pas les erreurs du passé. Et ce sera ma conclusion, ne refaisons pas les erreurs du passé. Il faut développer une attitude proactive. Donc je pense qu'avec Rich, on y est, c'est-à-dire enregistrer les produits, évaluer les risques, concevoir les usages, les procédés, mesurer les expositions. Donc dans la première partie que je vous ai présentée, en fait, la chimie de l'environnement nous a permis d'étudier le devenir et les effets des contaminants chimiques dans l'écosystème, nous a permis en particulier de faire un état des lieux, qui a conduit bien sûr au programme REACH, qui va permettre en fait d'encadrer fortement l'utilisation des produits chimiques actuels et du futur. Et puis l'approche qu'on a en chimie durable, et bien pour moi je pense que c'est un virage résolu vers une chimie responsable et de précaution, et que j'appellerais l'âge peut-être de la raison. Voilà, et je voudrais remercier bien sûr l'ensemble des gens avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont apporté des idées qui ont servi à faire cette présentation aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt